Thomas Papadopoulos, je suis l'heureux président de cette société qui s'appelle French Bureau, qui est effectivement, comme le disait Pierre, un studio d'innovation dédié aux grandes entreprises. On opère en France et depuis peu aux États-Unis. Et puis on travaille sur la conception, le développement, le test de nouveaux produits, nouveaux services, nouveaux business innovants. Moi, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Serge Papin, qui n'a pas encore de micro non plus. Hop, si quelqu'un peut venir l'aider. 1, 2, 1, 2. De toute façon, je vais le présenter. Pouvez-vous allumer le micro 2? J'ai le micro 2, pouvez-vous l'allumer? 1, 2, 1, 2. Allô, allô, ça marche? C'est le plaisir du direct. On va parler aujourd'hui du lien compliqué qu'entretiennent les marques et les distributeurs dans un moment où le secteur de la distribution est plus bouleversé que jamais. Bon, avant de commencer, hein, même si on ne te présente plus, Serge, je vais quand même le faire. Je vais rappeler que toi, tu es né de parents commerçants. Tu es rentré dans le monde de la distribution alors, un peu avant 21 ans. La page Wikipédia n'est pas exacte. Tu as pris un job qui était le job de promoteur des ventes, je lis, hein, à la centrale Loire-Atlantique des Unico. C'était l'ancêtre des Super U. Et puis tu restes un certain temps, tu gravis tous les échelons, et puis en 2005, tu es nommé PDG de Système U. Et puis c'est un poste que tu vas garder jusqu'en 2018, après avoir œuvré pendant toute ta carrière à hisser Système U dans le dernier carré des grands distributeurs. En octobre dernier, tu sors de la réserve en affirmant que les évolutions de la société annoncent la mort de l'hypermarché. Attention. Et surtout, c'est pas moi qui ai fait le titre. C'est pas toi qui as fait le titre. Du Figaro. Surtout, tu dis qu'il faut inventer un nouveau modèle qui permettrait de réconcilier plus durablement à la fois les producteurs, les industriels, les distributeurs et surtout les consommateurs, dans le cadre d'une relation qui serait plus sincère et surtout viable économiquement. Alors, nous, chez French Bureau, on a la chance de travailler avec toi sur un certain nombre de projets d'innovation qu'on mène pour des marques, des enseignes qui désirent inventer de nouveaux produits, de nouveaux services. Et puis, à travers nos échanges, ces échanges avec ces clients, on a pu mesurer à quel point l'évolution des attentes des consommateurs, l'évolution des usages numériques, avait bousculé un rapport de force qui existait depuis plus de 30 ans. Donc, du coup, la première question que je voulais te poser, est-ce que, selon toi, est-ce qu'il y a urgence à ce que le secteur de la distribution se réinvente en profondeur? Se bouge. Bien, bonjour à tous. Voilà, oui. Alors moi, je suis dans ma seconde vie. Hein, je suis plus président de Système U et, comme dit le philosophe, la première vie, on la choisit pas toujours, et la seconde vie, il faut que ça soit elle qui vous choisisse. Et donc, je sais pas si elle m'a choisi, mais en tous les cas, j'ai le sentiment de vouloir partager, hein, et transmettre et observer aussi les choses, puis voir quelles conséquences on peut en tirer pour faire progresser les choses dans le sens du mieux. Alors pour répondre à ta question, Thomas, moi je crois que le commerce, il est le reflet de la société, il est le reflet de son époque. Et on voit bien que la société est en train d'évoluer. Si je devais caricaturer un peu les choses à l'extrême, quand on regarde l'évolution de la société française, c'est tous à la mer, tous en ville, tous solo et tous à vélo. Bon, ça c'est un peu pour rire, mais c'est pas tout à fait faux. Quand on regarde la démographie, ce qui va se passer d'ici 2030, on voit bien que c'est toute la façade atlantique, la façade méditerranéenne et Paris-Île-de-France qui vont progresser, avec les villes aussi, qui vont... on voit bien ce qui se passe d'ailleurs avec les Gilets jaunes, c'en est une des émergences, c'est-à-dire qu'il y a 22 métropoles qui ont été décrétées métropoles, hein, qui vont siphonner toute la richesse, les emplois, et avec une urbanisation plutôt verticale, hein, alors que l'urbanisation des années 80 était plutôt horizontale, avec le développement des zones pavillonnaires et les retail parks. Là, voilà, c'est la ville qui devient le modèle dominant. Au fond, la société française quitte sa ruralité. Et puis, tout solo, c'est un peu une caricature, mais il y a quand même 30% des gens qui vivent seuls.
soit parce que c'est subi, soit parce que c'est choisi. Quand c'est choisi, j'écoutais l'autre jour Dominique Volton qui disait les jeunes actifs urbains sont des individualistes grégaires. Donc, espèce d'oxymore pour dire, voilà, on vit seul, mais dans une ville. Hein. Et il y a aussi 30% des couples qui sont sans enfants. Ça veut dire qu'on a 60% de petites familles. Donc, si on croise tout ça, on n'a plus besoin non plus de transport avec des grosses voitures. Où est la place? C'est ça la question. Où est la place du retail dominé par l'hyper, notamment par le grand hyper des années 80, qui encourageait dans un modèle de consommation quantitative les familles un peu plus grandes à aller faire des courses pour une semaine, 15 jours, à remplir des placards. On n'est plus dans ce modèle-là. En fait, le modèle de la société française, où le grand hyper ne répond plus au modèle de structuration de la société française. C'est en cela qu'il est sans doute condamné à se réinventer. Donc finalement, selon toi, ce modèle, il se fragmente quasiment à l'extrême, et face à cela, le secteur de la distribution, lui, doit évoluer. Oui, parce qu'il y a là aussi le tout sous le même toit, qui était plutôt le modèle des années 80, est en train de laisser sa place, dans les métropoles, hein, à une fragmentation des concepts, de l'offre, et évidemment, avec le digital qui s'est invité, hein, avec Amazon en particulier, mais pas que, il y a aussi Alibaba et puis d'autres propositions. Donc on voit bien que d'une position dominante qui était une emprise forte sur le marché, eh bien on arrive maintenant à une fragmentation, et c'est ça qui fait maintenant tout le changement, et c'est à ça qu'il va falloir s'adapter. D'ailleurs, au passage, les grands groupes d'hyper, quand ils ouvrent des magasins bio, quand ils ouvrent des magasins qui sont plutôt de la restauration, ils s'adaptent aussi à cette fragmentation dans les métropoles. Donc ils sont en train d'entreprendre leur mutation aussi. Ils entreprennent une mutation, mais est-ce que selon toi, le modèle que tu as connu, ce modèle de la distribution, donc il y a 30, 40 ans, est-ce qu'il est en danger véritablement ? Après, c'est-à-dire que quand on regarde, c'est juste comme ça, si vous regardez la capitalisation boursière d'Amazon ce matin, je sais pas, elle doit être aux alentours de 1000 milliards d'euros. Si on prend la capitalisation boursière de Carrefour ce matin, elle doit être de 17 milliards d'euros. Voilà. Ce qui veut dire que si Amazon voulait, pourrait s'offrir Carrefour au dessert, quoi. Même pas en plat de résistance. Hein, c'est tels écarts qu'il peut y avoir un danger de ce point de vue-là. Alors, voilà. Et après, elle a besoin, oui, c'est-à-dire le modèle du grand hyper, quand l'identité de l'enseigne ne repose ou repose essentiellement sur le grand hyper, il y a une telle mutation, tel besoin de mutation, qu'il y a un danger si il n'y a pas un accompagnement rapide à cette mutation. Moi, quand j'étais petit, Carrefour, par exemple, que tu citais, c'était le deuxième retailer mondial. C'était une boîte qu'on pensait indétrônable. Qu'est-ce qui s'est passé en 10-15 ans, vu de l'intérieur? C'est pas simplement Amazon. C'est quoi? C'est de nouveaux modèles de distribution? C'est des choses comme... on parlait des AMAP, de la ruche qui dit oui, de nouveaux concepts comme la Louve. Est-ce que c'est des choses qui ont vraiment impacté le secteur? Il y a eu une espèce de mitage donc avec d'autres innovations. Puis Carrefour a sans doute cherché... à développer son concept mondialement, en investissant plus dans un développement certaines années qui était de vouloir occuper un terrain de jeu mondial et en n'allant pas forcément à la recherche de la rénovation du concept d'origine. Hein, voilà. Et donc je pense qu'il y a eu... une inadéquation entre le vieillissement d'un modèle, et il aurait fallu peut-être anticiper et investir
pour trouver une forme de résilience. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, je dirais des supermarchés ou des magasins U, qui sont beaucoup plus résilients et qui sont en croissance parce qu'ils ont fait le choix de leur terrain de jeu. C'est ça qui est important. On est dans un moment où il faut choisir son terrain de jeu. Ce qui n'est pas simple, hein, parce que quand on veut être mondial, voilà, le terrain de jeu, c'est le monde. Il faut être puissant mondialement, et là, on se retrouve avec des acteurs qui sont eux-mêmes, enfin, Amazon, par exemple, quand on veut aller le chercher, c'est pas simple. Quand je dis choisir son terrain de jeu, ça veut dire que une fois que ce choix est fait, dans ce terrain de jeu, il faut aussi augmenter son niveau de jeu. Et si je prends l'exemple des magasins U, que je connais bien, nous, on s'est dit à un moment, quand on a vu tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder notre leadership. On s'est dit, le digital, les plateformes, c'est pas pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on est contre, hein, mais ça veut dire qu'on va laisser le soin à d'autres d'y aller. Nous, on propose non pas de la connexion, mais on propose du lien. Parce que paradoxalement, plus il y a de connexion, moins il y a de lien. Et on s'est dit, il faut être les meilleurs dans le magasin physique. Hein. Et du coup, on s'est lancé dans un programme de réartisanalisation de l'offre dans les métiers, ce qui n'est pas simple, parce qu'il faut trouver des bons professionnels, bien les payer, les former. Et à ce moment-là, le défi, c'est de dire les clients vont venir dans le magasin faire leurs courses et ils vont y trouver du plaisir. Et donc, en s'appuyant sur ces deux piliers qui sont l'offre de bonne qualité avec du fait maison qui revient, où les magasins sont capables de maturer de la viande, fumer du saumon, fabriquer leur charcuterie, avoir du bon pain, avoir un caviste, etc. Ça veut dire que les gens sont très heureux d'y faire leurs courses. Puis avoir une marque, en l'occurrence la marque U, qui porte des valeurs et qui a des engagements. Donc on a engagé aussi la marque, il y a 10 ans déjà, sur notamment le fait qu'elle soit plus réconciliatrice avec la santé, l'environnement, le Made in France, la rémunération des agriculteurs. Donc ça, c'était des valeurs. Et sur ce système de valeurs, eh bien, on a une croissance qui s'appuie dans une espèce de réconciliation du consommateur, du client et du citoyen. Le consommateur, c'est le produit que je veux. Le client, c'est le magasin où je vais. Le citoyen, c'est le pays où je vis. Et on essaie de porter notre effort sur ces trois parts d'une même personne, avoir des bons produits, porteurs, encore une fois, d'engagement, dans un espace marchand qui est revisité. Qui est revisité, etc. Et là, il ne faut pas avoir peur de faire appel à French Bureau pour revisiter les concepts, par exemple. C'est gentil. Et le citoyen, oui, parce que les engagements, on le voit, ils doivent dépasser simplement l'acte marchand. Et d'ailleurs, je suis un peu long, pardon Thomas, mais juste pour terminer, on voit bien que ceux qui font ce choix et qui peuvent être des deux mondes, si on prend Apple, qui normalement, les produits qu'ils commercialisent devraient pouvoir se vendre sur Internet. Or aujourd'hui, ils le vendent en magasin. Majoritairement. Ouais. Et ils investissent dans les magasins. Mais du coup, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vois ces quelques tentatives de certains distributeurs qui essayent de lancer ces nouveaux magasins, nouveaux concepts qui sont pas très très loin des Champs-Élysées, pour toi, ça va pas suffisamment loin. C'est-à-dire que c'est intéressant, ce sont de bons prototypes, mais finalement, on n'adresse pas la question de fond. Oui, et puis pour moi, c'est de la pub. Hein. Alors, ces concepts-là, c'est comme celui qu'a fait Amazon à Seattle. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas une place, mais ce n'est pas ça qui résoudra le problème de la distribution de l'alimentation dans les temps qui viennent. Donc, du coup, on a besoin d'un modèle qui est plus vertueux,
Un modèle dans lequel le distributeur va vraiment pouvoir trouver sa place et qu'il va pouvoir une place à travers laquelle il va pouvoir orchestrer finalement toute cette chaîne. Oui, je crois que les distributeurs vont devenir fabricants de marques. Et ça posera la question probablement, est-ce que les marques vont devenir des retailers? Ce qui est, voilà, c'est pas impossible aussi. Hein. Les distributeurs n'ont pas le choix. Et vous verrez qu'il y a un retour de la MDD qui est en route. La MDD d'ailleurs qui devient une marque, qui va porter des valeurs d'engagement et qui devra s'intégrer. S'intégrer au sens où elle aura un lien avec l'ensemble de la filière. Production, transformation, distribution. Et il est probable que contractuellement ou sur le plan du capital, il y ait par les distributeurs une intégration donc, de cette filière. C'est en route, par exemple, Intermarché possède ses propres usines. Système U a contractualisé sur déjà une grande partie de ses produits, donc de la production à la distribution. Donc on voit que la MDD, la marque, est en train de prendre de l'importance et que probablement elle va être au cœur, dans les années qui viennent, elle va être au cœur de l'offre. Ça, du coup, c'est intéressant. Quelle place il reste pour les marques d'industriels qu'on connaissait? On avait l'habitude, pour un même produit, d'en trouver des fois plus d'une demi-douzaine. Qu'est-ce qu'on fait de ces marques? Ça va être plus compliqué pour les marques, au sens où celles qui seront leaders ou co-leaders, je pense que ça pourra le faire, mais quand on sera en troisième, une marque qui sera en troisième ou quatrième position, c'est comme mettre sur la troisième page des résultats de Google quand on fait une recherche. Devra se poser des questions, d'autant plus que les assortiments sont non seulement avec une présence qui va se renforcer de la marque, de l'enseigne, mais en même temps, il y a tout le développement des marques régionales, des marques locales, qui sont aussi le marqueur, si je puis dire, de l'engagement des distributeurs dans l'économie locale. Donc ça aussi, ça se développe. Et tu penses que les consommateurs ont envie de marques plus locales? Elles commencent à éprouver de la méfiance vis-à-vis de grandes marques globales? Tout ce qui est gros fait peur. Aujourd'hui, tout ce qui est gros fait peur. Et donc, il y a une préférence pour les marques locales, les marques régionales. Elles se développent beaucoup actuellement. C'est même elles qui portent la croissance actuellement. Bon, on voit quand même quelques grandes marques, des marques mondiales qui essayent de réagir, qui essayent de faire des choses. Elles trouvent d'autres marques. Qui essayent d'avoir un petit peu d'impact positif, qui essayent de... Oui, on pense à Danone, par oui. exemple. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, quand ils créent une autre marque, ou quand ils créent du bio, ils s'appellent les deux vaches, ils ne s'appellent pas Danone. Donc ça veut bien dire que là aussi, quand on est avec une marque qui était ou qui fut dominante, actuellement, il y a une méfiance par rapport à la taille. Parce qu'il y a tellement eu de doutes, il y a tellement de dérives aussi. De dérives, voilà, que les gens font plus, enfin les consommateurs font plus confiance à ce qui est proche. Bon, un peu de digital maintenant. On se dit qu'il faut réinventer les modèles. On se dit qu'il faut plus de liens entre des gens qui produisent, des gens qui distribuent et puis des gens qui vont consommer. Ces gens qui consomment différemment. Ils utilisent plus de services, ils utilisent plus de technologies. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Qu'est-ce que tu as vu changer ces dernières années? D'abord, il y a une conscience par rapport, je vois là, il y a une conscience, il y a une lucidité sur la façon dont on s'alimente, hein. C'est quel impact ça a sur la santé, quel impact ça a sur l'environnement, sur l'emploi. Donc toutes ces questions qui n'étaient pas au cœur des préoccupations des consommateurs il y a quelques années, maintenant le sont. Donc voilà, c'est un modèle finalement de produit qui doit être plus vertueux qu'il ne l'était. Donc c'est dans ce sens-là d'ailleurs qu'on avait pris, nous, des engagements, et on a pu voir avec la marque, on a vécu toute une période où quand on a lancé les grands engagements sur ce qu'on a appelé
les substances controversées, c'est-à-dire débarrasser des ingrédients qui pouvaient être discutables. Il y en avait un nombre de 90. À cette époque-là, toutes les marques distributeurs perdaient des parts de marché. Mais on a l'impression qu'à l'époque, c'était inaudible. Là, aujourd'hui, on voit des applications comme Yuka, utilisées par 6 millions de personnes. On les voit scanner les produits dans les points de vente. Exactement. Alors, ça, évidemment, ça donne maintenant une possibilité de mesurer les choses. Mais on a été les seuls, juste pour terminer là-dessus, on était les seuls à ne pas perdre de part de marché parce qu'on avait pris ces engagements. Et on voit bien qu'on a accompagné cette lucidité des consommateurs. Et Yuka, bien sûr, il se trouve que U a fait aussi une application qui s'appelle Y'a quoi dedans, qui est en open source et qui a été fait avec les fondateurs de Yuka. Mais oui, là maintenant, il y a des éléments de mesure. Donc ça va s'amplifier et ça va influencer, du coup, la proposition des produits, des marques. Et l'organisation des consommateurs. Et l'organisation des consommateurs. Et on n'est qu'au début de cela. De mon point de vue, ce qu'on pourrait appeler le C2C, c'est-à-dire les consommateurs qui vont s'organiser grâce aux réseaux sociaux, grâce à la digitalisation, là, vont pouvoir se regrouper, former communauté et s'aligner par rapport à un système de valeurs. Donc, avec une enseigne ou une marque qui portera ces valeurs. Et c'est en route, on voit des émergences. La Louve, par exemple, en est une. Mais là, du coup, c'est une espèce d'intégration d'un modèle coopératif. Mais vous verrez que ce type de modèle pourra exister et se connecter ou se déconnecter d'une marque. Tu penses qu'on pourrait aller plus loin encore en route. Que des modèles comme la Louve? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer là, dans lequel le distributeur aurait un rôle à jouer aussi? C'est-à-dire que si on prend, c'est rien, en ce moment, c'est le débat sur la transition écologique. Ce qui se passe, transition climatique, transition écologique. Imaginez qu'une enseigne s'engage vraiment avec des faits concrets. Et à ce moment-là, elle peut ramener autour d'elle, par rapport à ses engagements, des consommateurs qui vont se retrouver dans les produits qu'elle commercialisera, mais qui en même temps seront aussi partenaires des engagements de cette enseigne. Ça, c'est des choses qui sont en route. Et qui pourrait devenir un partenaire opérationnel aussi de cette enseigne, qui pourrait l'aider à peut-être mieux sélectionner, mieux approvisionner de manière plus lean. Il pourrait y avoir une implication dans le business model de l'enseigne. Ouais. Il y aura de toute façon une revendication de la part des consommateurs par rapport au choix de l'enseigne qu'ils feront de ce point de vue-là. Donc voilà, on voit bien, si je prends l'exemple de ces 20 000 étudiants qui ont signé une charte d'engagement, et ces étudiants d'HEC, de Sciences Po, Polytechnique aussi, 20 000, ont signé une charte en disant qu'ils ne travailleraient pas pour des entreprises, donc ils ont inventé le mot, pour des entreprises climaticides. Donc ça veut dire c'est déjà une communauté qui se forme et qui dit non, moi j'irai pas travailler pour, donc je n'achèterai pas non plus. Si on ne va pas travailler pour, on ne va pas consommer des produits qui seront commercialisés par ces entreprises entre guillemets climaticides. C'est la fin de notre... Oui, c'est pas un téléphone mobile. J'ai cru que c'était un téléphone mobile. Moi aussi. Ouais, et en fait, c'est le signal. Alors on peut arrêter le jingle. On peut l'arrêter, je crois. Mais Serge, vous avez fini? Vous voulez que... Parce que j'avais une question à vous poser. Oui, alors bon, on pourrait discuter longuement sur toutes ces questions-là, mais oui. Voilà, moi j'ai noté que, enfin on a tous noté que les marques qui se créent aujourd'hui se créent avec leur propre réseau de distribution. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Alors c'est des marques quand même particulièrement qui ciblent une communauté, les jeunes urbains, les bobos, tout ce qu'on voudra, et elles s'adressent à eux, elles se lancent sur Internet, elles créent un amour de quelque part de la marque, on appelait les love brands à une certaine époque, et ces marques ensuite ouvrent des corners. Et elles sont, par exemple, dans la tannerie, il y en a, elles choisissent un secteur et elles disent non, je veux pas aller dans la distribution traditionnelle. Et peut-être c'est le moyen de lutter effectivement contre Amazon. Oui. Je pense que
ce qu'on appelle la retailisation des marques est en route aussi, parce qu'elles ont des difficultés aussi basiquement à s'insérer dans le non-référencement ou dans le petit référencement que parfois leur proposent les distributeurs. Je connais bien une marque comme Clarins. Regardez, Clarins est en train de développer son propre réseau de retail parce qu'il n'est pas satisfait de la présence de ses produits chez Marionneau ou chez Sephora, par exemple. Alors Thomas, toi, un distributeur vient te voir, tu peux répondre rapidement, par exemple un lunetier, un franchiseur de lunettes vient te voir, tu lui conseilles de faire quoi dans le domaine du digital? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. De toute façon, si on veut continuer à exister quand on est une marque, il faut établir un lien direct avec le client final. Il faut réussir à devenir cette fameuse love brand que tu évoques. Donc ça passe par plus de services, ça passe par le fait d'adresser tout un tas de moments de vie, de moments de consommation de manière plus innovante, parce que sinon on est noyé dans la masse. Ok, mais merci à tous les deux. Merci Serge de nous avoir fait part. Ici, on va parler, je vous en prie, absolument.